Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode d'Info été ici sur Télé Bilingue. Aujourd'hui on va parler de bilinguisme et plus particulièrement de l'éducation en deux langues à la maison, juste après les titres. Et pour parler de cette éducation bilingue, on a voulu voir comment ça se passe au sein d'une famille bilingue. C'est pour ce faire qu'on se rend à la Neuville au sein de la famille Courte. Le papa André, lui, est germanophone, la maman Aline romande et la petite Jeanne, 9 ans, elle, est éduquée dans les deux langues. On a été invités pour le repas du midi, on s'y retrouve juste après les infos du jour. Mais ça sent bon tout ça. Comme vous le voyez, on est en pleine préparation du repas de midi. Coucou papa! Coucou Jeanne. Ça va? Ja? Is goed gaan met de school? Oui, on a fait 2 heures de maths, ensuite on a eu la grande récré, Ja. et puis après on a eu la gym. Ah, cool. Et je propose bien sûr qu'on s'adresse à Jeanne, qui a 9 ans et qui est donc la petite dernière de la famille Courte. Jeanne, est-ce que pour toi c'est un avantage de parler les deux langues à l'école? Oui, c'est un avantage. Kannst du mir ein bisschen erklären, wie das ein Vorteil ist für dich? Ben, si tu es dans un pays où ils parlent que suisse-allemand, puis que tu es tout seul, tu restes dans ton coin, eh ben, tu peux plus facilement aller vers les autres et partager ce que tu as à dire. Und kannst du einfach von einer Sprache zur anderen wechseln? Ja, ich glaube schon. Ja, scheint zu funktionieren. Gibt es zum Beispiel eine Serie oder was konsumierst du auf Deutsch? Hast du irgendwie ein Hörbuch, das du gerne auf Deutsch? Eiweiß. Pipi Langstrumpf. Ja, André Kurt, ist das für euch schon klar gewesen, von Anfang an, dass ihr eure Tochter zweisprachig aufziehen wollt? Oder hat sich das einfach ergeben? Ihr habt ja die Schule hier in Französisch gemacht, in La Neuville. Wie ist das dazu gekommen? Es ist ein bisschen Tradition in der Familie. Oui, c'est un peu une tradition familiale. J'ai été élevé dans les deux langues et j'ai vite remarqué que ça apportait beaucoup. Pas seulement d'un point de vue professionnel, mais aussi dans le cadre privé. J'ai voulu que ma fille puisse aussi bénéficier de cet avantage. Was war der Plan? Wie seid ihr das proaktiv angegangen? Ich glaube, man muss Je crois qu'il faut s'y mettre dès le début et que ça devienne un automatisme. Il faut parler uniquement en suisse-allemand avec son enfant et pas essayer de parler un peu en suisse-allemand, un peu en français. J'ai fait comme ça depuis qu'elle est toute petite et maintenant ça vient tout seul. Je ne dois pas me forcer à parler en suisse-allemand. Das ist mir geblieben und ich muss mich auch nicht forcieren, mit ihr auf Schweizerdeutsch zu reden. Es kommt einfach ganz natürlich. Wenn ihr jetzt euch selber denkt, euer Parcours als bilingue, was sind die grössten Vorteile, die ihr erlebt habt, die ihr auch hofft, dass eure Tochter eben mit sich bringt, wenn sie dann eben auf den Arbeitsmarkt oder auf durch das Leben geht? Ich bin fast überzeugt, wenn man zweisprachig aufwächst, dann kann man nicht... Je suis convaincu qu'en étant élevé de manière bilingue, on peut ensuite apprendre plus facilement d'autres langues. Chez moi, ça a marché. D'un point de vue professionnel, en Suisse, parler les deux langues est un nec plus ultra. Les quelques emplois que j'ai eus, je les ai décrochés en partie grâce à mon bilinguisme. C'est un avantage par rapport à des gens qui ne parlent que le français ou que le suisse-allemand. Das gibt natürlich einen grossen Vorteil gegen andere, die vielleicht nur Schweizerdeutsch oder nur Französisch können. Früher hat man ja manchmal gesagt, dass ein Kind zweisprachig zu unterrichten, dass es einen perturbieren kann, dass es schlussendlich weder das eine noch das andere richtig kann. Ja. Seht ihr da irgendeinen Hint auf Wahrheit oder ist das nicht eure Meinung? Was ganz klar ist, wenn man zweisprachig aufwächst, dann darf man auch nicht die Perfektion von beiden Sprachen erwarten. C'est clair qu'on ne doit pas s'attendre à atteindre la perfection dans les deux langues. Je maîtrise mieux le français, car c'est la langue que j'utilise le plus. Als Schweizerdeutsch, weil ich auch häufiger mit dieser Sprache umgehen muss. Aber ich glaube, niemand auf der Welt... Mais je crois que jamais personne ne m'a dit que mon suisse-allemand n'était pas parfait ou que mon français était parfois bizarre. C'est vrai, je ne parle ni parfaitement le français, ni parfaitement le suisse-allemand. Mais honnêtement, ça m'est égal. Je m'en sors très bien. Perfekt Französisch, noch perfekt Schweizerdeutsch, aber es ist mir wurscht, ehrlich gesagt. Ich komme so sehr gut durch. Wie war das, damals, als ihr aufgewachsen seid? Hat es da noch eben die Kämpfe gegeben zwischen beiden Sprachen? Hat es so Probleme gegeben in der Schule? Wie ist die Schule an
Wie ist die Schule mit eurer Zweisprachigkeit umgegangen? Sehr interessante Frage. Man muss natürlich den historischen Kontext anschauen. C'est une question intéressante. Il faut bien sûr prendre en compte le contexte historique. Dans les années 70, il y avait des luttes autour de la question jurassienne. On remarquait bien que les gens pro-jurassiens avaient une dent contre les Suisses allemands, car cela représentait la langue des Bernois. Les pro-bernois étaient bien sûr pour le bilinguisme. Évidemment, ça se ressentait à l'école. Die sind natürlich für den Bilinguisme. Und das hat man natürlich in der Schule schon gemerkt. Gewisse Lehrer... Certains enseignants étaient peut-être plutôt pro-jurassiens, d'autres plutôt pro-bernois, et il y avait parfois des conflits. Certains considéraient que le suisse allemand n'était pas une langue, juste un dialecte. Nicht als Sprache anerkannt, sondern als Dialekte und nicht als echte Sprache. Ja. Le suisse allemand ne serait pas une vraie langue ou le bilinguisme poserait problème aux enfants durant leur scolarité. D'où viennent ces idées? Est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce qu'il y a un fond de vérité? Ou est-ce qu'il existe un don pour les langues? Elena von Boys, notre journaliste, a posé la question à un expert. Je me trouve ici donc à l'Université de Fribourg dans le bureau de Raphaël Berthelet. Il est linguiste, chercheur et professeur en plurilinguisme. Raphaël Berthelet, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il est important que si j'ai envie d'apprendre deux langues à mon enfant, que je lui enseigne uniquement une langue et mon partenaire l'autre langue? Est-ce que ça doit être strict, ce modèle-là d'apprentissage? Ou est-ce qu'on peut parfois mélanger? Vous faites allusion au modèle OPOL, hein, One Person, One Language. Ça peut être un bon principe de se dire, moi je parle ma langue dominante, ma langue principale à mon enfant. Mais il ne faut pas non plus exagérer, il ne faut pas appliquer ça de manière trop stricte, parce qu'évidemment, j'imagine que la mère et le père se parlent de temps en temps, et peut-être se parlent aussi dans les deux langues. Donc effectivement, l'enfant va tout de suite se rendre compte qu'effectivement la mère, tout en étant suisse alémanique, elle maîtrise quand même aussi le français. Donc en fait, ce qui est vraiment important, c'est que tout le monde soit à l'aise. Il y a des parents apparemment qui parlent anglais à leur enfant tout en étant francophone ou germanophone en Suisse, parce qu'ils pensent que c'est la langue du succès, du futur, je ne sais pas quoi. Et ça me paraît un peu bizarre et du point de vue affectif plutôt problématique. Est-ce qu'un enfant à qui on va parler deux langues va commencer à parler plus tard? Je crois que, si je me rappelle bien, on parle de peut-être une moyenne de quelques mois, peut-être 2-3 mois. Mais il faut quand même se rendre compte que là, on parle de le début de la parole et les différents milestones, hein, les différentes étapes au niveau du développement linguistique. C'est quelque chose qui est déjà, chez les soi-disant monolingues, extrêmement variable. C'est-à-dire vous avez des enfants qui commencent très tôt, vous avez des enfants qui commencent tard, sans que ce soit pathologique. Et donc vous avez une énorme variabilité. Est-ce qu'il aura des capacités mentales supérieures par rapport à un enfant monolingue? Cet enfant a la capacité supérieure de maîtriser deux langues. C'est une capacité supérieure, ça devrait suffire. Il y a des auteurs, il y a des scientifiques qui sont convaincus qu'il y a un bénéfice cognitif du bilinguisme, mais c'est des résultats qui sont extrêmement controversés. Il y a de plus en plus d'études qui n'en trouvent pas de bénéfice. Et je pense qu'il faut comprendre ce résultat comme une sorte, peut-être ce désir de trouver un effet, une sorte de plus-value cognitive du bilinguisme, parce que le bilinguisme a été décrié dans le passé comme nocif. Cette célébration peut-être du bilinguisme ou du plurilinguisme est une réaction à cette stigmatisation. Et pourquoi le bilinguisme a été vu comme quelque chose de nocif? Ouais, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a probablement différents facteurs. Un facteur est certainement l'idée d'une sorte de modèle culturel de ce que c'est être un citoyen d'un pays européen. Il y a au cours du XVIIIe, XIXe siècle, quand même, avec ce nationalisme qui est souvent aussi, se manifeste aussi en tant que nationalisme linguistique, souvent unilingue. Donc, je pense qu'il y a cette idée qu'en fait, pour être un bon citoyen français, il faut partager cette langue unique, uniformisée, qui est le français standard. On considérait normal de maîtriser une langue, et celle-ci, il fallait la maîtriser évidemment parfaitement. Et donc, le fait de maîtriser deux langues a été vu comme une sorte de corruption des mœurs, vraiment quelque chose d'extrêmement néfaste. Et il y a des psychologues, bien sûr, au début du XXe siècle qui ont contribué à ça,
en utilisant des tests d'intelligence sur des enfants bilingues, mais qui étaient souvent des enfants plutôt de couche sociale plutôt basse. Donc évidemment, là, on a trouvé un désavantage du bilinguisme, mais c'était en fait un artefact d'un mauvais design de recherche. Est-ce que, par exemple, un enfant bilingue aura plus de facilité à apprendre une autre langue? Ça, on entend souvent aussi. Oui, on l'entend souvent. Il y a un potentiel de transfert, mais c'est un transfert conditionné. C'est-à-dire, si vous maîtrisez, par exemple, 2 langues romanes, on a beaucoup d'étudiants ici à Fribourg de Tessinois qui maîtrisent extrêmement bien le français et bien sûr l'italien et d'autres langues aussi. Donc si on teste ce type de personnes sur une 3e langue romane qu'ils n'ont jamais apprise ou acquise, ils ont des avantages. Si on a fait la même chose avec les Suisses allemands, on les a testés avec des mots et des textes en langue scandinave, en suédois, danois, ce genre de choses. Et les bilingues, suisse-allemand, allemand standard, sont supérieurs dans la capacité d'inférer ces langues apparentées, si on les compare par exemple à des Allemands qui n'ont que l'allemand standard ou une variété intermédiaire. Donc il y a un effet positif de ce type de bilinguisme sur l'acquisition ou l'apprentissage, surtout réceptif, d'une nouvelle langue, mais qui est apparentée. Est-ce qu'il y aurait des personnes plus douées que d'autres pour l'apprentissage des langues et ça viendrait d'où ce don? Alors malheureusement, oui, il y a des différences assez importantes. Nous sommes en train de faire des recherches là-dessus. Nous allons commencer un projet cette année sur le don linguistique et le cerveau. On essaye justement de voir s'il y a des différences au niveau de l'anatomie du cerveau qui font qu'une personne apprennent très bien ou moins bien les langues. Mais d'où viennent ces différences? Est-ce que le cerveau s'adapte à l'utilisation des langues? Donc il y a une partie de ça. Il y a une partie génétique. Ça, c'est certainement une des sources, mais aussi, bien sûr, la stimulation, l'environnement, le background familial, qui a une importance assez grande. On le voit dans tous les projets, une importance assez grande sur, disons, la rapidité ou l'aptitude, sur l'aptitude à apprendre une langue étrangère ou seconde. Raphaël Berthollet, merci beaucoup pour cet entretien. Aline Courte, vous qui avez grandi à Neuchâtel, une région plutôt monolingue, quel a été votre parcours linguistique à travers votre vie jusqu'à aujourd'hui? Alors, malgré des grands-parents d'origine italienne, dont une grand-maman qui avait émigré au Luxembourg, je n'ai pas de prédisposition du tout pour les langues étrangères, même pas pour le suisse allemand malheureusement. Et c'est vrai que dans ma scolarité, j'ai fait 12 ans d'allemand, 8 ans d'anglais, plusieurs années d'italien. Malheureusement, rien n'y a fait. Et c'est vrai que dans ma vie professionnelle, ça m'a aussi empêché d'avancer. Vous auriez souhaité, si vous l'aviez pu, être éduqué dans les 2 langues, être bilingue? Ah oui, j'aurais adoré évidemment. Oui. Mais je n'avais vraiment aucune prédisposition pour les langues. Ça s'est avéré par la suite. Même aujourd'hui avec Jeanne, moi je lui parle en français, mon mari en suisse allemand. À part des phrases bateau basiques, j'évolue très peu aussi. Est-ce que vous faites un point d'honneur peut-être à ce que Jeanne apprenne en français certaines choses? Est-ce qu'il y a une partie qui est peut-être votre chasse gardée francophone et une partie qui est la chasse gardée de votre mari germanophone? Je crois pas. Mais c'est vrai que comme on fait peut-être plus d'activités créatives ensemble, peut-être que c'est plus attaché au français. Et le sport étant pratiqué beaucoup plus avec mon mari, peut-être que c'est plus facilement en suisse allemand. Honnêtement, je ne sais pas. Ja, wir sind schon am Ende von dieser heutigen Info-ET-Sendung. Demain, nous parlerons des francophones de Bienne qui, pour certains, considèrent qu'ils ne sont pas traités à égalité à Bienne. Et nous rencontrerons, pour en parler, Pascal Oberholzer. Aber bis dann, sage ich euch Tschüss zusammen und merci vielmals.